Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 26 février. Le président de la République a inauguré ce mercredi à Tarf la troisième plus grande usine d'Algérie de dessalement d'eau de mer, Koudiet Draouch. Le président de la République a affirmé que les usines géantes de dessalement réalisées récemment sont une fierté pour l'Algérie victorieuse. Abdelmajid Tebboune a annoncé le lancement en 2026 de nouveaux projets de dessalement d'eau de mer. Et la station de dessalement de Koudiet Draouch dans la wilaya de Tarf est un tournant majeur pour la gestion de l'eau en Algérie. On écoutera les réactions de travailleurs et de cadres ayant contribué à la réalisation de ce projet. Troisième et dernier jour de la 58e session du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève. On revient sur l'activité du représentant de l'Algérie, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des affaires africaines, Lounès Magraman. Ouverture à quelques jours du mois sacré de l'école nationale Ibn Badis dédiée à la formation des imams et des mourchidettes, un projet qui vient répondre à un besoin exprimé par la communauté musulmane en France. La République arabe sahraoui démocratique, la RASD, célébrera demain le 49e anniversaire de sa proclamation. Une occasion pour mettre en avant les victoires et les réalisations continues de la cause juste, la cause sahraoui. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a effectué aujourd'hui une visite dans la wilaya de Tarf afin de procéder à l'inauguration de la troisième plus grande usine d'Algérie de dessalement d'eau de mer, Koudiet Draouch, dans la commune de Berrihan. À son arrivée à l'aéroport international de Annaba, Rabah Bitat, accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, le président de la République, a été accueilli par le commandant de la 5e région militaire, le wali de Annaba, et le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire. Après avoir écouté l'hymne national et le salut au drapeau, le chef de l'État a passé en revue des formations de différentes unités de l'ANP qui lui ont rendu les honneurs. Le chef de l'État a par la suite salué les représentants des autorités militaires qui l'ont accueilli. Le président de la République, accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, est arrivé à la commune de Berrihan, wilaya de Tarf, pour inaugurer l'usine de dessalement d'eau de mer de Koudiet Draouch afin de procéder à l'inauguration donc de ce projet stratégique. Il a été accueilli par le wali de Tarf aux côtés de représentants des autorités civiles et militaires.
L'usine de dessalement d'eau de mer Koudiet Draouch est la troisième plus grande en Algérie avec une capacité de production de 300 000 m3 jour. Elle comprend 37 réservoirs et 17 stations de pompage, un projet d'envergure lancé en concrétisation de l'engagement du président de la République de garantir l'approvisionnement des citoyens en eau potable avant le mois de Ramadan et reflète la volonté des hautes autorités du pays à renforcer la sécurité hydrique et de développer les infrastructures dans ce secteur, et ce dans le cadre d'une vision ambitieuse qui place l'Algérie sur le chemin du développement durable. Le président de la République a par la suite salué le ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Mines et des Énergies renouvelables Mohamed Arkab, le ministre de l'Hydraulique Taha Derbel et le PDG du groupe Sonatrach Rachid Hachichi, ainsi que le responsable des entreprises nationales en charge de la réalisation de cette usine de dessalement par osmose ivresse opérée par des compétences nationales et conformes aux normes internationales en vigueur. Sur place, le président de la République a suivi deux exposés techniques présentés par le PDG du groupe Sonatrach. Le premier porte sur les différentes étapes de réalisation de l'usine de dessalement d'eau de mer, Koudiet Draouch, et les différents aspects techniques qui ont accompagné la réalisation de ce projet stratégique. Le chef de l'État a également écouté un deuxième exposé sur les étapes techniques de ce projet, en plus des défis rencontrés par les compétences algériennes lors de sa concrétisation. À l'issue des deux exposés, le président de la République a souligné l'importance stratégique de ce méga projet visant la réalisation de la sécurité hydrique durable. Le président de la République a salué à l'occasion les efforts de tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet vital. Je vous propose de l'écouter. كل التشكرات اللي تقدمت بها عن جدارة يعني يستحقوها العاملات والعمال والتقنيين والإطارات الساميين والمسؤولين على هذه المشاريع. أذكر ما بينهم السيد وزير الدولة وزير الطاقة والسيد وزير الري والسيد المدير العام لسوناتراك وكل من شارك من بعيد أو من قريب بالكثير أو بالقليل في إنجاز هذه المشاريع العملاقة. مثل ما قلت يعني مشاريع اللي هي كلها شرف للجزائر المنتصرة اليوم. Le chef de l'État a affirmé que l'achèvement prochainement des deux projets de Béjaïa et de Boumerdès, toutes les régions de l'Est à l'ouest du pays seront desservies en eau potable. أتمنى إن شاء الله أن نتمم برنامج كله بتدشين كذلك نتاع الكابجينات في بومرداس ثم مشروع بجاية إن شاء الله وتكون الحلقة اختتمت من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق مرورا بالوسط. إن شاء الله الناس اللي شاركوا هذا تبقى في التاريخ. Le président de la République a exprimé sa fierté de la parfaite cohésion et coordination entre les cadres et les travailleurs ayant contribué à la réalisation de ce projet stratégique. Je vous propose de l'écouter. وفخور جدا 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 لأن الانسجام اللي موجود بين كل الإطارات القيادية والعمال والناس اللي يشتغلوا في ظروف صعبة وصعبة جدا بدون ما يتخلوا على التنسيق المحكم للوصول إلى هذه المشاريع. إن شاء الله نتمنى مشاريع ضخمة أخرى لبلادنا، هذه هي التنمية. ثم درنا وهران الجزائر والطرف 1 2 3 هذا هو. مبروك علينا. Par la suite, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé à l'inauguration officielle de l'usine de dessalement d'eau de mer Koudiet Draouch, qui permettra l'approvisionnement de plus de 3 millions d'habitants en eau potable.
Le président a salué les ingénieurs, les cadres et les travailleurs qui ont veillé à la concrétisation de ce projet d'envergure, des jeunes compétences nationales diplômés des universités algériennes qui ont fait preuve de rigueur et de professionnalisme, animés d'une grande volonté pour relever le défi et permettre à l'Algérie de remporter le pari de la sécurité hydrique. هذا كان حلم للسيد الرئيس. شكرا سيد الرئيس. يعطيك الصحة سيد الرئيس. La maquette de la troisième plus grande usine de dessalement d'eau de mer d'Algérie a été présentée au président de la République. Une infrastructure stratégique réalisée en un temps record grâce à la mobilisation de toutes les ressources humaines et matérielles nécessaires. Lors du suivi d'un exposé se rapportant aux installations relevant de l'usine de dessalement Koudiet Draouch, le président de la République a annoncé de nouveaux projets prévus pour l'an prochain et dont la concrétisation permettra de couvrir plus de 62% des besoins du pays sans recourir aux eaux souterraines. En 2026, Inch'Allah, on lance 5 ou 6 ans. Les 6 هذوك اللي قرروا السيد الرئيس. Pour arriver à un taux de couverture de 62%. Hors nappe phréatique. C'est-à-dire التحلية déjà 62%. Inch'Allah. Et dans la salle de contrôle, le président de la République a écouté des explications détaillées sur cette réalisation grandiose, ses différentes sections, leurs missions et leur fonctionnement, ainsi que sur les techniques et technologies modernes employées. Le chef de l'État a par la suite donné le coup d'envoi par la mise en service de l'usine et le lancement du pompage de l'eau. Après avoir procédé à l'inauguration de l'usine de dessalement Koudiet Draouch à Tarf, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a quitté l'aéroport international de Anabar à Habitat pour regagner Alger. Après avoir écouté l'hymne national et le salut au drapeau, le président de la République a passé en revue des formations de différentes unités de l'armée nationale populaire qui lui ont rendu les honneurs. Il était accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chingriha. Le président de la République a salué à son départ les autorités militaires et locales, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire et le wali d'Atarf. Et nous avons avec nous ce soir notre envoyé spécial à Tarf, Amel Bouhakba, qui se trouve au niveau de l'usine de dessalement Koudiet Draouch, pour revenir sur l'importance de ce projet d'envergure. Amel, bonsoir.
Après celle de Cap-Blanc-d'Oran et Foucadeau de Tipaza, l'usine de dessalement d'eau de mer de Koudiet Draouch de Taref a été inaugurée par le président de la République. Cette méga-usine dispose d'une capacité de 300 000 mètres cubes jour, soit l'équivalent de 300 millions d'eau potable. Elle devrait alimenter 3 millions d'habitants de Taref et des régions de l'Est du pays. Merci beaucoup Amel pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez avec nous depuis la station justement de Koudiet Draouch. Et ils étaient nombreux à porter ce grand projet qui vient d'être inauguré par le président de la République. Des cadres, des ingénieurs et des travailleurs ayant participé à la réalisation de cette station. Je vous propose d'écouter certains d'entre eux. Ils sont au micro d'Amel Warba. L'expérience était une expérience extraordinaire, surtout pour les cadres et les dirigeants de Sonatrach. Bon, on était la source, on était la partie oil and gas. Actuellement, c'est Sonatrach, on touche à la partie dessalement de l'eau de mer, où c'était vraiment un grand défi, fait délai, ou dans la réalisation, qu'on a essayé, Inch'Allah, avec fierté de le porter loin. Ces projets ont offert aux diplômés des universités algériennes l'opportunité d'y participer et de mettre en valeur leurs compétences. C'est un véritable défi pour nous qui nous permet d'acquérir de l'expérience dans la réalisation de ce genre de projet dans des délais records. On remercie infiniment notre président Abdelmajid Tebboune pour son confiance en nous. Alhamdoulilah, c'est le fruit de notre boulot qu'on a fait ce projet dans un délai très serré. Alhamdoulilah, il y aura d'autres projets, Inch'Allah, et on va être à la hauteur, Inch'Allah. Nous sommes honorés par l'inauguration de notre projet par le président de la République. Ce projet est le fruit de 26 mois d'efforts soutenus et de travail acharné. Nous sommes honorés par la visite du président de la République. Ce projet est le résultat d'un travail acharné et la satisfaction des travailleurs en est la meilleure récompense. Nous avons atteint notre objectif dans les délais impartis. Ce succès est le fruit d'un travail collectif impliquant aussi bien les travailleurs que les responsables. Je remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Après plus de 2 ans de travail en collaboration avec l'ensemble des travailleurs, nous avons atteint notre objectif. Nous remercions le président de la République pour ce projet qui contribuera à l'alimentation en eau potable de plusieurs wilayas. C'est la 3e usine de dessalement d'eau de mer inaugurée en très peu de temps par le président de la République. La station de dessalement de Koudiet Draouch dans la wilaya d'At-Tarf, 3e plus grand projet du pays, vient d'entrer en service. Ceci est un tournant majeur pour la gestion de l'eau en Algérie, une avancée stratégique face aux défis de la sécheresse et de la demande croissante. C'est ce que nous dit Amira Sefta dans ce papier. Regardez. Mai 2024. Voilà à quoi ressemblait la station de dessalement d'eau de mer d'El Taref. L'état d'avancement était de 58%. Depuis, des ajustements ont été nécessaires pour assurer la mise en service optimale de cette infrastructure. C'est une station de dessalement qui va traiter 300 000 m3 jour à Naba avec une quantité de 80 000 m3 jour et 218 000 pour la wilaya de Tarf, l'ouest de la ville de Skikda et la ville de Galma, pareillement. Actuellement, nous avons dépassé le seuil critique des travaux. Nous sommes à hauteur de 58% d'avancement. Et là, nous sommes en février 2025. La station de Koudiet Draouch est fin prête. Avec une capacité de production de 300 000 m3 par jour, elle viendra soulager considérablement les besoins en eau potable des populations de Taref, mais aussi de plusieurs wilayas voisines, notamment Guelma, Sougahras et Skikda. Une avancée essentielle dans un contexte marqué par des épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents à cause des changements climatiques ainsi qu'une demande croissante en eau. قمنا بكهرباء المصنع بالتوتر عالي الضغط
Nous avons électrifié l'usine en haute tension le 31 décembre 2024, puis procédé à l'introduction de l'eau de mer le 1er janvier 2025. La première production expérimentale a eu lieu le 13 février, suivie d'une opération de pompage initial pour rincer et purifier les canaux d'acheminement de l'eau potable vers les villes. Nous remercions vivement le président de la République pour son soutien indéfectible tout au long de la réalisation de ce projet. Grâce à la confiance qu'il nous a accordée, nous avons pu mener à bien la construction d'une station de haute qualité. C'est donc un pari réussi pour les autorités, qui font du dessalement une priorité stratégique pour sécuriser l'approvisionnement en eau potable. Un enjeu crucial pour l'Algérie qui ambitionne, à travers ses projets, d'assurer une gestion rationnelle de l'or bleu. Et au dernier jour de la 58e session du Conseil des droits de l'homme tenue à Genève, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines a eu un programme chargé. Lounès Magraman, et lors d'un événement parallèle organisé par le groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, a rappelé la position immuable de l'Algérie qui défend le droit fondamental à l'autodétermination qui s'inscrit dans le même sillage que l'approche universelle des droits de l'homme. Afab Blouchette avec le compte-rendu justement de cette journée. La troisième journée du secrétaire général des Affaires étrangères à la session du Conseil des droits de l'homme à Genève aura été dense et politique. Lors d'un événement parallèle organisé par le groupe des Amis pour la défense de la Charte des Nations Unies, il a défendu avec conviction une approche universelle et impartielle des droits de l'homme. L'Algérie s'est inscrite clairement dans la défense du droit fondamental à l'autodétermination, réaffirmant son attachement historique à ce principe cardinal des Nations Unies. Le déni du droit à l'autodétermination reste une violation flagrante de tous les droits humains dans de nombreuses situations d'occupation étrangère. Autre sujet abordé, celui des réfugiés dans le monde. Le dialogue engagé avec le Haut Commissariat aux réfugiés a permis de constater la solidité du partenariat entre Alger et l'agence onusienne, dans un contexte global marqué par une diplomatie internationale en panne de consensus. La coopération avec l'Algérie est toujours excellente, elle a toujours été excellente pendant les décennies dans lesquelles on a vraiment travaillé avec les autorités algériennes. Étant donné que nous, on est une agence humanitaire, donc on ne fait pas vraiment de commentaires politiques, mais par contre, c'est vrai que nous, on vit avec les conséquences de manque d'action ou de manque de consensus au niveau global sur des questions politiques dans les pays en conflit. Par ailleurs, l'entretien avec la haut-commissaire adjointe aux droits de l'homme, Mme Nada Al-Nashif, aura permis d'aborder les grandes préoccupations humanitaires actuelles, aggravées par les crises intenses, qui étaient au cœur également de la rencontre stratégique avec le chef de la délégation russe, qui traduit une volonté commune de peser ensemble dans les débats internationaux sur la paix et la sécurité mondiale. Le chef de la délégation algérienne à Genève, sur un nombre de questions d'intérêt commun, sur le désarmement, sur notre désir commun d'agir en coopération, en coordination aux Nations Unies, parce que l'Algérie, comme la Russie, travaille au Conseil de sécurité sur tous les problèmes régionaux, mais aussi mondiaux, pour que on verra une stabilisation et plus d'efforts visant la paix dans la région Proche-Orient, dans la Méditerranée, mais aussi dans le monde entier. Une journée donc qui souligne le rôle actif de l'Algérie sur la scène diplomatique internationale, rappelant avec force ses principes fondateurs, tout en cherchant à renforcer des alliances stratégiques pour mieux affronter les défis d'un monde en crise. Ouverture à quelques jours du mois sacré de l'école nationale Ibn Badis, dédiée à la formation des imams et des moushidettes, un projet qui vient répondre à un besoin exprimé par la communauté musulmane en France et qui a vu le jour grâce au soutien de l'Algérie, qui a toujours aidé avec beaucoup de bienveillance la grande mosquée de Paris. Le programme de formation est ambitieux et sera assuré par des enseignants qualifiés est formée en Algérie, une formation qui s'inscrit dans l'esprit d'ouverture et de modération prôné par la tradition musulmane du juste milieu, nous dit Afab Blouchette dans ce papier. C'était une promesse forte faite à la Grande Mosquée de Paris en faveur des fidèles musulmans. Elle est désormais une réalité. Depuis hier, dans une atmosphère empreinte de ferveur et annonçant déjà le mois sacré de Ramadan, l'École nationale Ibn Badis, dédiée à la formation des imams, mourchidettes et aumôniers, a officiellement ouvert ses portes. Le président de la République, Saad Majid Tebboune, nous a honorés en nous confiant ce lieu qui est un bien de l'Algérie. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire en sorte, pour pallier
je dirais, cette absence d'imams détachés en formant des imams. Et on voit bien que l'Algérie a toujours, avec beaucoup de bienveillance, depuis 1982, aidé la Grande Mosquée de Paris, mais à travers la Grande Mosquée de Paris, les fidèles musulmans, quelle que soit leur nationalité, quelles que soient leurs origines. Quant au programme pédagogique, il est à la fois ambitieux et novateur, assuré par des enseignants qualifiés formés en Algérie. Une formation qui s'inscrit pleinement dans l'esprit d'ouverture et de modération prôné par la tradition musulmane du juste milieu. L'Algérie a un rôle pionnier dans la formation des imams, des guides religieux et des encadreurs des mosquées. En tant qu'imam, nous avons pris en compte notre formation en Algérie et l'avons adaptée à l'environnement dans lequel nous évoluons actuellement. Cet institut offre des formations de 3 ans au profit des imams et des guides religieuses. Il offre un programme de formation de qualité adapté à l'environnement et dans lequel l'imam devra accomplir ses missions. L'événement a aussi été marqué par un moment chargé d'émotions, la remise des diplômes d'une 60aine d'imams et de mourchidettes formés par l'Institut Al-Razali de la Grande Mosquée de Paris. Je suis prête et j'étais prête déjà. J'ai tout le temps, depuis que j'ai commencé de faire ce diplôme, grâce à mes profs, qu'on m'a appris beaucoup de choses, appris énormément pour aider les familles en deuil. C'est pour moi un grand honneur d'obtenir un diplôme de la Grande Mosquée de Paris. C'est le début de mon parcours en tant qu'imam. Et l'objectif ultime de cette initiative reste clair, permettre aux musulmans en France et tout particulièrement à la communauté algérienne de bénéficier d'un accompagnement spirituel de qualité afin qu'ils puissent vivre pleinement et sereinement leur foi. Dans l'actualité également, cette information en rapport avec le Conseil de la Nation qui a annoncé la suspension immédiate de ses relations avec le Sénat français, y compris le protocole de coopération parlementaire signé entre les deux chambres le 8 septembre 2015. Dans un communiqué, le Conseil de la Nation dénonce un glissement continu et une dérive d'une extrême gravité, reflétant la montée de l'extrême droite française et sa domination sur la scène et la décision politique française. Le président du Sénat français a effectué une visite à la ville de l'Aïn occupée dans la République arabe sahraoui démocratique, un acte inacceptable et non surprenant qui méprise la légitimité internationale et s'oppose fermement aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies dans son pays est l'un des membres permanents censés défendre les droits de l'homme et le droit des peuples colonisés à l'autodétermination plutôt que de tenter de les saper, de les effacer, de les annuler et de les nier, indique une déclaration du bureau du Conseil de la Nation réuni sous la présidence de Salah Boudjil, président du Conseil donc ce mercredi. Dans le même sillage, celui des relations algéro-françaises, l'Algérie a exprimé sa surprise et son étonnement face à des mesures de restriction de circulation et d'accès au territoire français prises par le gouvernement français à l'encontre de ressortissants algériens titulaires de documents de voyage spéciaux, les exemptant de formalités de visa, indique ce mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement algérien exprime sa surprise, je cite, et son étonnement quant à cette annonce dont il n'a été aucunement informé, comme le commandent les dispositions de l'article 8 de l'accord algéro-français en matière d'exemption réciproque de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques ou de services, ajoute cette même source, précisant que les autorités algériennes n'ont aucune connaissance de pareilles mesures restrictives, à l'exception de 2 cas précis intervenus sur la période récente. Le premier cas, sur demande d'explication algérienne, a fait l'objet d'expressions de regret de la part des autorités françaises et a été qualifié d'incident malheureux dû à une rupture dans la chaîne de commandement. Le deuxième cas, intervenu très récemment, fait l'objet actuellement d'une même demande d'explication adressée aux autorités françaises. L'annonce de ces mesures, dont l'État algérien n'a pas été informé, s'inscrit dans la longue liste des provocations, des intimidations et des menaces dirigées contre l'Algérie, indique le communiqué. Celles-ci sont de nul effet sur notre pays qui ne cédera pas toute mesure attentoire à ses intérêts, fera l'objet de mesures réciproques strictes et immédiates. L'Algérie est manifestement devenue l'enjeu de querelles politiques intra-françaises où tous les coups bas politiciens sont permis dans le cadre d'une compétition dont l'extrême droite est l'instigateur, le référent et le donneur d'ordre. Cette dynamique qui entraîne dans son sillage non seulement des forces politiques françaises, mais également des membres du gouvernement français peut avoir des conséquences incalculables sur la relation algéro-française dans toutes ses dimensions, conclut le communiqué des Affaires étrangères.
Ce sont des résultats peu reluisants dont fait état la Cour des comptes de la politique publique de la France. Le gouvernement de ce pays essaye de justifier l'austérité par des chiffres gonflés en prétextant que le système de retraite est en déficit, alors que la Cour des comptes française a rendu récemment publics les vrais chiffres, dit Badia Amani. À chaque fois que la France tente de dissimuler son agenda politique par une diplomatie déguisée, les vérités finissent par éclater au grand jour. Le gouvernement de François Bayrou est un exemple criard de cette politique, puisqu'il essaie de justifier l'austérité par des chiffres gonflés en prétextant que le système de retraite est en déficit. Mais la Cour des comptes française a rendu public les vrais chiffres. On est très loin des 55 milliards de déficit qu'avait annoncé M. Bayrou lors de son discours de politique générale, que nous avions dit ici, qui était un chiffre qui était assez fallacieux. L'écart des chiffres n'est pas une erreur d'évaluation, mais une tactique politique pour affoler l'opinion publique afin de la pousser à accepter l'augmentation de l'âge de la retraite d'un côté, de l'autre, de sacrifier le droit des travailleurs et des retraités. Et s'ils laissent voter les députés sur ce sujet, alors il y aura une majorité de députés qui voteront pour abroger la réforme des retraites. Et qu'il y a une partie en haut, tout en haut de la fusée, qui, elle, ne paye pas d'impôts et profite de ceux qui ont payé des impôts. Donc on est revenu presque à l'ancien régime, où le peuple paye pour les rois. Et ça, c'est pas acceptable. Paris recourt aux 2 poids 2 mesures pour ce qui est des questions internationales. On atteste la dernière visite du président du Sénat français au territoire sahraoui occupé. Une visite malvenue qui renvoie l'image détestable d'une ancienne puissance coloniale, solidaire d'une nouvelle. La France se disqualifie davantage et s'isole par rapport à l'action des Nations Unies visant à hâter un règlement du conflit du Sahara occidental sur la base d'un strict respect de la légalité internationale. Sahara occidental, le 27 février 1976, la race de République arabe sahraoui démocratique fut proclamée à Bir Lahlou dans les territoires libérés par le colon espagnol. Après le départ du dernier soldat, ceux envers et contre l'occupation militaire illégale de Rabat débutait déjà le 31 octobre 1975, 5 mois plus tôt. 49 ans plus tard, le peuple sahraoui célèbre un nouvel anniversaire, l'occasion de revenir sur ses succès, notamment ceux acquis sur les 12 derniers mois, les victoires importantes sur les plans juridiques et diplomatiques. Voyons ça avec Sabrina Keshrout. C'est l'occasion de célébrer les victoires et de regarder vers l'avenir, avec en ligne de mire l'impératif d'appliquer les décisions juridiques internationales. La RASD célèbre les 49 ans de sa proclamation et bataille après bataille, les victoires remportées légitiment le juste droit du peuple sahraoui à la liberté. Si la RASD avance à pas sûrs vers son indépendance, son peuple continue de dénoncer les crimes odieux commis par l'occupant marocain. Attirer toujours davantage l'attention de la communauté internationale sur l'escalade de la guerre d'extermination menée par le régime du Merzen, voilà l'objectif essentiel des actions de ce 49e anniversaire. Sur le plan juridique international et de la diplomatie, les succès sont palpables et laissent entrevoir la suite favorable qui revient de droit à la cause sahraoui, mettant à mal la position de l'occupant marocain sur la scène internationale et continentale. Ainsi, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, la CJUE, de septembre 2021, valide la capacité de la résistance sahraoui à saisir les instances juridiques européennes. Une décision qui a totalement changé la donne sur le terrain du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental par l'occupant marocain. Par la suite, plusieurs arrêts de la Cour ont mis fin aux accords commerciaux Maroc-UE. Puis en cohérence, la CJUE a par ailleurs annulé l'application de l'accord aérien UE-Maroc au Sahara occidental. Sur le plan continental, l'intégration du Sahara occidental en tant que membre à part entière dans l'Union africaine est un autre succès. La RASD, dernière colonie d'Afrique, œuvre à préserver ses richesses et sa souveraineté. Aujourd'hui, ce sont plus de 80 États qui reconnaissent la République arabe sahraoui démocratique et entretiennent avec elle des relations diplomatiques. Et au Maroc, la précarité sociale ne cesse d'augmenter devant le mépris des autorités du Merzen qui ignorent complètement les revendications du peuple marocain, malgré les nombreuses manifestations qui touchent le pays. Aujourd'hui, plus que jamais, le fossé est creusé entre le régime et les populations au risque d'un embrasement social. Yamina Saïchi. La politique suivie par le régime du Merzen a conduit à une aggravation de la situation économique et sociale, marquée par la flambée des prix et la chute vertigineuse du pouvoir d'achat des Marocains, élargissant ainsi le cercle de la pauvreté et favorisant la corruption dans tous les rouages de l'État. Pire encore, des centaines de familles marocaines subissent la spoliation de leurs terres par le Merzen au profit d'étrangers nantis.
المهم حنا غنهاجروا البلاد حنا ماشي مغاربه والله اختي ما مغاربه حنايا بالله حنا ولينا لاجئين حنا دابا ما عارفينش المصير ديالنا مجهول ولينا بحال لاجئين بغا ياخذ فيكم الحق حيت ظلمتونا وشردتونا 4 millions de Marocains vivent dans la précarité, conséquence d'une structure économique et politique qui favorise une minorité au détriment de la majorité des citoyens qui perdent l'espoir de lendemain meilleur. احنا دابا انا ولدي قسما بالله 3 ايام ما مشى للقرايه ها هو جالس هنايا ومرضنا هذا الشيء صاحبي راه ما يقبلوا لا ربي لا عبده وحنا مقهورين صاحبي واكثر من هذه القهره صاحبي اللي كتخرج لراسها حياتنا راها ضاعت واخا ما كان عندنا لا ظلامه هكا كنا حامد الله عليها المهم كنا مجموعين فيها السما فوق منا والارض فراشنا ما كاين حتى شي حاجه عندنا. Une politique de démantèlement du tissu social imposée par la normalisation et ces lois qui bafouent les valeurs et le droit des Marocains, favorisant ainsi l'oppression et la répression de la volonté populaire. À l'étranger, toujours situation critique à Gaza, le ministère de la Santé palestinien a annoncé ce mercredi la mort d'un autre enfant à cause du froid glacial dans l'enclave palestinienne, portant le nombre de martyrs en 48 heures à 7, tous des nourrissons qui n'ont pas pu être sauvés en raison de la destruction par l'occupation sioniste des installations et équipements médicaux après plus de 15 mois d'agression. Cela intervient au moment où l'organisation Oxfam a mis en garde contre les actions sionistes en Cisjordanie occupée, où quelques 40 000 personnes ont été déplacées depuis le 19 janvier, jour de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à Gaza. L'ONG a déclaré qu'au moins 800 points de contrôle, barrières et portes militaires avaient été imposés en 5 semaines, ce qui aurait entraîné des restrictions de mouvement sans précédent. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage à Médéa, un détachement de l'ANP a abattu le 20 février 2025 le terroriste dénommé Sawen Boualem, alias Hillel, et a récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'autres effets. Dans le même contexte, le terroriste dénommé Mohamed Ben Yahya, alias Abdel Rafi' s'est rendu aux autorités militaires de Borj Beji Mukhtar, en 6e région militaire, en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, une quantité de munitions et d'autres effets, tandis que des détachements de l'ANP ont arrêté 7 éléments de soutien au groupe terroristes dans différentes opérations dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau de narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 60 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux et 49 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 4 kg de cocaïne. Des détachements de l'ANP ont arrêté plus de 380 individus et saisi 30 véhicules, 203 groupes électrogènes, 119 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et des pierres d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 29 autres individus ont été arrêtés et 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un pistolet automatique et 10 fusils de chasse, plus de 42 000 litres de carburant ainsi que 57 quintaux de tabac et 49 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et à la spéculation ont été saisies. Lors de différentes opérations par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 100 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 163 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN. Et si vous êtes à court d'idées de sortie en cette fin de semaine, on vous fait découvrir l'un des meilleurs parcs d'attractions à faire en famille plutôt. Situé à Msila, le parc récemment inauguré promet de véritables moments de détente et de divertissement. Une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la wilaya qui découvrent émerveillés les 60 attractions de ce parc de loisirs qu'a visité pour nous Majda Jahmoud dans ce reportage. Regardez. Ce parc d'attractions, ouvert en décembre dernier, est une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants de la wilaya de Msila et en particulier les enfants. J'ai trop aimé et je souhaite revenir. J'ai adoré toutes les attractions. Tout est vraiment beau. Les familles en quête de divertissement s'y rendent pour passer de bons moments, comblant ainsi un vide longtemps ressenti dans la région.
Nous sommes venus changer d'air et nous amuser avec nos enfants. Ce parc est ce qui nous manquait ici à Msila. C'est vraiment beau ici. On avait vraiment besoin de centres de loisirs car avant on n'avait pas où emmener nos enfants pour jouer. Maintenant on passe de très bons moments en famille. C'est vraiment super, les enfants se font des souvenirs inoubliables. Nous espérons concrétiser d'autres projets bénéfiques comme celui-là dans le futur. Plus de 60 attractions pour grands et petits sont proposées aux visiteurs, dont certaines sont inédites en Afrique du Nord. Nous avons voulu apporter une valeur ajoutée pour la wilaya de Msila et les wilayas voisines avec cette idée et en 3 ans, nous avons pu la concrétiser. Nous avons 2 espaces distincts, une salle de jeu climatisée avec des attractions modernes et des jeux vidéo de dernière génération et un hypermarché au prix compétitif. Le projet ne s'arrête pas là. Un centre commercial mitoyen au parc ouvrira ses portes bientôt, offrant de nouvelles opportunités économiques pour la région. Le centre commercial ouvrira ses portes dans 5 mois. Il compte 86 magasins. Alhamdoulilah, nous avons bénéficié de toutes les facilitations administratives pour mener à bien ce projet. Nous sommes sur la bonne voie avec les décisions du président de la République et notre but est de servir notre pays. Les visiteurs pourront faire leur shopping ici et offrir aux enfants une expérience unique. Et pour faciliter l'accès au parc, qui se trouve à environ 3 km de la ville de Msila, une ligne de transport en commun a été créée avec des bus flambant neufs. Et avec ce sujet, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de nous prêter attention. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Demain, vous retrouverez Nour Moukaddem. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dimanche prochain. Sahar Mdankoum. À bientôt.